Sunday Production. J'ai mis un peu de temps à annoncer que j'allais le faire, même si je m'étais inscrite. Donc moi, je savais, j'étais déterminée, je voulais y aller. De le dire aussi, de le partager, tu le disais à son entourage, c'est encore une étape supérieure, je trouve. Et à partir du moment où j'ai commencé à le partager, les gens disaient « Ah bravo, t'es super courageuse, t'es super forte ». Et moi, j'étais « Vous me direz ça si j'ai fini, quand j'aurai fini, etc. » Et maintenant, c'est vrai que je comprends qu'au final, ça prend déjà énormément de courage de s'inscrire et de le dire. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra-trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Le 20 juin 2024 marque le début d'une aventure ultra-ordinaire. Le départ de la Race Across France by Van Rissel, 7e édition. C'est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme ultra-distance, les anciens participants peuvent d'ailleurs en attester. C'est une célébration de l'endurance, de la camaraderie et de la découverte à travers les pays magnifiques de notre pays, la France, dans un périple épique à travers des kilomètres de route soigneusement sélectionnés par nos équipes. Quelle que soit votre distance, 2500, 1000, 500, 300 ou le nouveau défi nocturne de 200 km, chaque coup de pédale sera une étape vers des souvenirs inoubliables et des défis personnels surmontés. Un véritable point d'appui pour votre futur. C'est dans ce genre d'épreuve que nous découvrons notre véritable force intérieure. À tous les coureurs, à tous les participants, à nos précieux bénévoles, à tous ceux qui nous soutiennent, je vous souhaite une épreuve mémorable. Pendant 10 jours, nous vous présenterons un portrait d'un homme, d'une femme, qui a eu l'audace d'être au départ, et j'en suis convaincu, vous soufflera à l'oreille à la fin de cet épisode, mais toi aussi, tu en es capable. Bonne écoute et à très bientôt. Je suis avec Camille Albicet aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour Arnaud. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Et toi ? Moi ça va bien, je te pose cette question parce qu'au moment où on se parle, tu seras sur la route. Donc là, au moment où on enregistre, on a 15 jours de l'événement. Tu réécouteras peut-être cet épisode et tu seras sur la route. Et au moment où je te posais cette question, tu te diras finalement ça va plus aussi bien que ça l'était au moment où je répondais. Donc voilà, moi je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. On se parle dans le cadre du podcast Ultra Talk, mais aussi de Race Across France, et cette série d'épisodes, de capsules où on présente chaque jour un participant ou une participante à Race Across France 7e édition, Race Across France by Van Rissel, je le précise, parce que c'est un partenaire important dans notre événement. Et puis, hier, c'était Eric Le Blaché. Demain, ça serait une autre personne sur une autre distance. Et donc, j'avais envie de te mettre en avant sur le podcast, parce que je te suis depuis un petit moment. Tu as découvert, nous, dans l'organisation l'année passée. Ce que je te propose, Camille, c'est de pouvoir te présenter, puis nous expliquer qui tu es et d'où tu viens. D'accord, merci de me donner cette opportunité et ravie d'échanger sur le sujet. Comme tu l'as mentionné, on se connaît maintenant depuis l'année dernière, on s'est suivis sur deux, trois épreuves. Camille Albicet, j'ai 28 ans, je suis originaire de Strasbourg, j'habite maintenant sur Lille. Très rapidement, concernant ma vie pro, je travaille dans la finance depuis ce début d'année dans l'industrie du sport plus précisément. Et concernant le vélo, le cyclisme et l'ultra-distance, donc j'ai commencé à rouler il y a 3 ans et demi. Et j'ai fait ma première saison en ultra l'année dernière, donc en 2023, avec notamment la Race Across Belgium en 500 km, la Race Across France sur le 1000. Et à la fin de la saison, plutôt en off, j'ai fait ce qui n'était pas vraiment une course, mais une aventure de 1000 km que j'ai bouclée en un peu moins de 4 jours, qui reliait Paris à l'ouest de la France. Et on en avait parlé, mais alors c'est vrai que le cheminement, il semble logique. 500, 1000, 2005. Ma question, c'est comment tu es arrivé à l'ultra, en fait ? Qu'est-ce qui t'a fait déjà, monter sur un vélo il y a 3 ans ? Comment tu es arrivé sur un vélo ? Et ensuite, pourquoi l'ultra ? Ouais. Alors l'histoire, mon histoire avec le vélo commence pendant le Covid. Je pense que c'est le cas comme pour pas mal de personnes au final. Et même, je vais peut-être même prendre une step back. J'ai commencé, on va dire, vraiment une vie sportive, je pense, en 2018. À ce moment-là, je suis partie quelques mois travailler aux États-Unis et j'ai commencé le CrossFit.
Donc ça a été un peu un tournant puisque voilà, le sport a pris graduellement de plus en plus de place dans ma vie. Et je m'entraînais, on va dire, environ 5 fois par semaine au moment où le Covid a frappé. À ce moment-là, moi, j'habitais en Allemagne et donc tout a été fermé. Il n'y avait vraiment pas de possibilité de s'entraîner en salle. Cependant, on pouvait aller courir, aller faire du vélo, etc. J'avais un vieux vélo, un peu old school de ville, qui me servait pour mes déplacements. Et j'avais un colocataire qui, lui, par contre, faisait du gravel un peu plus sportivement, on va dire. Et donc, les salles sont fermées. Moi, j'étais en train de bouillonner, clairement, parce que je ne pouvais plus me défouler. J'avais plus, entre guillemets, d'échappatoire après mes journées de travail, etc. Et donc, il me propose d'aller faire une sortie. Et on fait, je ne sais pas, 40 kilomètres. Et franchement, ça paraît fou de se dire que ça a été vraiment le déclic, mais ça a été sur cette sortie qui était toute simple. Au final, on est sorti de ma ville et on a fait un petit tour, quoi. Mais ça a été une révélation et qui m'a permis de me rendre compte, en fait, c'est un moyen d'évasion et c'est aussi un sport à part entière. Et j'ai juste adoré, quoi. J'ai accroché tout de suite. Et puis, le week-end d'après, une autre sortie, etc. Donc là, on était tout début 2021. Et donc, j'ai pas de vélo, mais donc ce colocataire qui rêvait de faire un trail en Italie me dit, voilà, en mai, il y a ce trail, je te lance au défi, je te mets au défi de faire ce trail. Donc, on part dans quelques mois. Moi, si c'est un peu fou, j'aime bien. J'aime bien le challenge, etc. Donc, je me dis, OK, on se lance. Donc, je fais tout pour trouver un vélo. J'achète donc mon premier vrai vélo, un gravel entrée milieu de gamme, que je reçois fin février. Je fais confiance du coup à mon coloc pour le matériel. Il me fait acheter 2-3 sacoches, 2-3 trucs. Et je pars sans m'intéresser plus que ça vraiment au matériel, ni même à la trace. Enfin, je lui ai fait confiance. Et je dis toujours c'était un bon piège parce qu'il a bien ficelé le truc. Et en fait, il m'a préparé des belles étapes. Voilà, on ne faisait jamais plus de 80 km par jour, je dirais. Ce qui permettait, même en roulant assez tranquillement, d'avoir le temps de s'arrêter, de visiter un petit peu les belles villes de Toscane, de bien manger, de se reposer aussi. Donc, il nous faisait arriver tous les soirs dans des petits B&B. Et donc, on a booké le trail en 6 jours et c'était une expérience, c'était incroyable. J'avais pas d'expérience et je suis partie et j'ai voyagé à vélo. Et là, c'était la découverte du voyage à vélo. Vraiment le coup de cœur. Et on rentre à la maison, j'ai ce gravel que donc je commence à utiliser de plus en plus les week-ends. Quelques mois plus tard, du coup le début d'année d'après, j'achète mon vélo de route parce que le vélo prend de plus en plus de place dans ma vie. Et donc là, je commence à m'entraîner plus sérieusement. Donc je rejoins des groupes de route en fait où ça roule quand même assez fort. Ça s'appelait le groupe Eto. Ça roulait assez fort. Il y avait une communauté cycliste super importante dans ma région en Allemagne. Et donc, et je vois que les distances s'allongent, que je commence à me sentir plus forte sur le vélo. Et donc, cette année-là, je repars. Donc là, en 2022, je repars sur le même trail avec 2 autres copains français. Mais cette fois-ci, on s'est dit qu'il fallait rajouter du challenge. On part en full autonomie. Et je boucle le trail en 4 jours en ayant, on va dire, drastiquement réduit le confort versus 6 jours full confort l'année précédente. Donc là, je me dis, il y a un truc à faire. Et voilà, après, l'été passe et pareil, je roule de plus en plus. Et fin de l'été, je me dis, OK, je vais me chercher des challenges. J'ai adoré le voyage à vélo. Je vois de plus en plus de choses sur l'ultra passé. Je me dis, OK, je vais tenter, je vais me challenger. Et donc, je m'inscris assez rapidement sur le 500 du coup de la Race Across Belgium en me disant que ça sera un test et que ça sera un peu qui tout double. J'y vais sans vraiment m'entraîner, on va dire, ou en tout cas en ne m'entraînant pas de manière structurée. Et voilà, et je me lance sur le 500 et ça s'est plutôt bien passé. Je suis pas arrivée en très bon état parce que je manquais ça s'est bien passé. En plus, c'était vraiment une météo qui était compliquée, hein, donc franchement déjà finir dans ces conditions, c'était déjà ça pose une marque en fait. Tu poses une marque dans ton parcours. Mais je reviens tout petit peu en arrière. C'est le CrossFit en fait, c'est le fait de refaire du sport ou de faire du sport qui a été le déclencheur aux US il y a quelques années, qui t'a remis, on va dire, un petit peu dans le sport. Oui. Alors avant, tu n'étais pas du tout sportive. Je viens pas d'une famille de grands sportifs, honnêtement. J'ai toujours, dans ma jeunesse, fait un peu de sport. J'ai essayé, on a fait avec mon frère de la natation parce que nos parents voulaient qu'on apprenne à nager. Un peu les classiques, j'ai un peu balayé.
Il y a 2 sports qui ont un peu plus été en fil rouge, on va dire, pendant mon enfance, adolescence. Donc, j'ai fait du judo. Là, c'était, on va dire, mon premier vrai sport, je pense. Je suis montée en compétition à un assez bon niveau, etc. Mais au niveau au moment de l'adolescence, j'ai mis un holà. Enfin, j'ai arrêté assez net puisque je me suis rendu compte que c'était pas forcément bon pour moi. Alors, je m'explique, je suis convaincue que le judo est un très bon sport avec des très belles valeurs, mais selon la manière dans laquelle c'est encadré et comment c'est encadré, je pense que ça peut être un petit peu toxique. Et moi, ce que j'ai vécu au niveau compétition, c'était le tracking. Donc, c'est un sport de combat. Le tracking des poids. Et en tant que pré-ado, ça a été assez violent. Donc, avec les semaines, enfin, les périodes de régime, on disait qu'il fallait pas prendre un gramme. Et les périodes où, avant la pesée, on te faisait boire 2 litres d'eau pour passer sur la catégorie supérieure. Donc, à ce moment-là, on va dire, j'ai avorté ma carrière de judokate. et après, j'ai un peu moins fait de sport. Je montais à cheval, mais c'était plus le côté plaisir. Et après, pendant les études, donc, je suis partie faire une école d'ingénieur. Et à ce moment-là, j'avais plus spécialement le temps ou les moyens en plus je m'occupais de mon cheval. Donc, j'avais un job étudiant qui me permettait de subvenir à ses besoins. En plus, j'avais pas non plus les moyens de faire d'autres sports additionnellement, etc. Ça me prenait déjà beaucoup de temps et financièrement, c'était aussi limité. Donc, on va dire que j'ai un peu stoppé pendant mes études. Et le fait de me retrouver aux États-Unis seule, sans activité, etc., là, je me suis dit, OK, il faut trouver quelque chose qui me permette de me bouger, me dépenser et rencontrer du monde. Et ça a été le CrossFit. Et j'ai tout de suite adhéré et j'en fais encore à l'heure actuelle. Et je suis sûre que ça va rester. T'étais à quel endroit? Tu étais à quel endroit, Camille? J'étais dans le Tennessee, à Knoxville. Plongé au cœur des US. Oui, là c'est vrai que c'est très sportif et le CrossFit en plus, ça apporte plein de qualités. Cardio, on ne croirait pas comme ça, mais c'est hyper cardio. J'ai eu l'occasion d'en faire moi pendant 2 ans et quand j'étais sur Paris, et c'est vrai que j'ai adoré. Franchement, c'est hyper cardio, ça te structure, ça te donne une très très bonne condition physique. Et c'était un très bon choix, donc ça te permet de retrouver, on va dire, une relation avec le sport. Et puis, donc, tu nous as expliqué le processus, une première boucle de 40 km qui t'amène à être inscrit sur le 2500 km. Et puis, on a eu l'occasion de discuter, quand on s'est croisés dernièrement, on parlait de changement de vie, et tu me disais, on s'est croisés à Bédouin, au pied du Ventoux, et tu me disais qu'effectivement, pour toi, l'ultra, on va dire, l'ultra vélo, ça a chamboulé beaucoup de choses, en fait. Ça a fait bouger beaucoup de lignes. Oui. Ouais, totalement. Du coup, ma saison d'ultra, la première saison, ça a été l'année dernière, et ça a déjà chamboulé ma vie et changé beaucoup de choses. Ça a été, je pense, un élément déclencheur. J'étais l'année dernière dans une situation, on va dire, c'était principalement dû à ma vie professionnelle qui, je pense, ne me correspondait pas ou me correspondait plus. Et à ce moment-là, je pense que j'osais pas vraiment me l'admettre. C'est toujours un peu plus facile de rester dans ce qu'on appelle sa zone de confort au final. Bien sûr. Et je pense que l'ultra m'a permis de sortir de cette zone de confort. Et en fait, quand on se retrouve sur le vélo dans des états du coup de fatigue intense, sans manger, sans dormir, tu connais, je sais pas si la plupart des personnes arrivent à se rendre compte. En fait, ça fait sauter tous les filtres. Ça fait sauter Exactement. tous les filtres. Et ce que je dis souvent, c'est que ça décuple les émotions. On se retrouve avec des émotions qui sont très fortes, mais aussi un spectre d'émotions qui devient très, très grand, très, très large. Et il y a un exemple que j'ai donné à des amis et qui était sur la RAF. Du coup, sur les 1000, j'ai pleuré 2 fois. Et une fois, ça a été de pure peur. Vraiment, je pense que j'avais jamais eu autant peur de ma vie. Et une fois, ça a été de pure joie. Donc, ça montre vraiment le spectre des émotions. C'était quoi la peur, Camille? C'était quoi cette peur, Camille? Je pense que tu t'en souviens, c'est la caillole. Ah oui. J'aurais pu également pleurer de peur pour mes participants, je te confirme. Oui, j'ai fait partie des heureux élus qui se sont retrouvés sous un très très gros orage, parce qu'après ça se joue des fois à une demi-heure près, la météo qu'un concurrent voit versus l'autre peut être très différente, et j'ai fait partie des malchanceux, on va dire, et je me suis retrouvée en haut de la caillole. Donc j'ai monté sous l'orage et je me suis retrouvée en haut dans la tempête avec 0 moyen de m'abriter, de la grêle. Et je pouvais pas descendre parce que il y avait 0 visibilité et beaucoup d'eau sur la route. Donc à ce moment-là, j'ai eu très peur. Ouais, j'ai également pleuré de froid sur mon vélo, donc je comprends parfaitement tout ça, Les émotions, effectivement, comme tu l'as dit, ça provoque plein de choses. Parfois, certains réagissent de suite, d'autres réagissent des mois, voire des années plus tard. Et quelle a été ta prise de conscience pour toi, qui a fait que dans ta vie pro, il y a des choses qui ont bougé,
et un métier qui a changé, une nouvelle ville, tu as déménagé. Comment ça s'est manifesté? Du coup, je me suis retrouvée sur le vélo avec, comme tu le disais, pas de filtre, ses émotions et beaucoup de temps au final, parce qu'on est seul avec nous-mêmes pendant, là en l'occurrence, c'était un peu moins de 3 jours. Mais du coup, tu as le temps de faire ton introspection, de réfléchir, etc. Et je pense que ça m'a permis justement d'accepter les émotions que je refusais d'accepter et de faire un peu la rétrospective sur ma vie actuelle et de me dire, bah ouais, en fait, ce que je fais à l'heure actuelle et ma situation pro qui, par conséquent, impacte ma situation perso, ne me convient pas. Et c'est juste simplement, je l'acceptais pas dans la vie de tous les jours, avec les filtres habituels. Et là, sur mon vélo, j'ai accepté ça. Donc, le retour à la réalité, après, il est un peu violent parce que tu reviens en ayant ça en tête. Enfin, je savais, ok, je sais que maintenant, j'accepte que ma vie ne me correspond pas. La semaine juste après la raf, je suis restée en vacances avec des amis, donc tout va bien. C'est le lundi d'après, je me retrouve, j'étais à 100% quasiment en télétravail à ce moment-là, je me retrouve à la maison devant mon ordi et là, le retour à la réalité, il est violent. Et comme j'ai fait ce travail d'introspection et à ce moment-là, j'accepte que ça ne me convient plus, là, je me dis, ok, maintenant je suis là, je veux plus être là, je vais changer ça. Et donc tout l'été, ça a été chercher, déjà un peu d'abord la quête de sens, pourquoi ça ne me convenait plus, vers quoi j'aimerais tendre, etc. Et retrouver un petit peu, remettre du sens et réfléchir à ce que j'aimerais faire. Ça a mis combien de temps, Camille, ce processus? Il Ça a a mis été combien long. de temps? Ouais, parce que là, on en parle en 15 secondes, on a résumé, mais ça peut Ouais. prendre plusieurs années pour certains. Et pour Ouais. toi, ce processus, il a pris combien de temps? Je pense que le processus avait réellement commencé l'année d'avant déjà, en novembre, enfin fin d'année d'avant. En fait, le 1000 km est venu révéler profondément une situation, en fait. C'est ça. Et en fait, je sais que j'y réfléchissais déjà, etc., mais je l'acceptais pas. Donc ça faisait déjà des mois que j'étais en train de me faire ces réflexions. La RAF est venue me donner au final le courage aussi. Je pense que c'est une histoire de courage et tu te dis, bah en fait, j'ai fait... pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai bouclé ce truc en moins de 3 jours, dans des conditions assez extrêmes par moment, etc. Bah, au final, je suis plus forte que ce que je pense. Et si j'ai pu faire ça, pourquoi je peux pas actionner quelques leviers dans ma vie pro-perso et avoir ce courage également dans ma, entre guillemets, vraie vie pour changer la situation que j'aime pas à l'heure actuelle. Et donc, ça a été important vraiment ce que tu dis, ouais. l'élément déclencheur. C'est important ce que tu dis parce que j'ai eu l'occasion dernièrement sur une interview, alors je sais plus si c'était sur un média ou sur un podcast, et on me posait cette question et j'expliquais qu'en fait que Race Across France, ça allait être pour les gens qui ont participé, c'est un socle en fait, ça doit être un appui pour le futur. Et je pense que tu comprends parfaitement ce que je veux dire. C'est quand tu as fait cette épreuve, que tu as terminé, et parfois même que tu ne termines pas, ça arrive. Mais en tout cas, le fait de le faire, d'avoir l'audace déjà d'être au départ, et le fait d'être finisher et d'avoir surmonté ce que tu nous décris, le froid, la peur, et puis après les émotions de joie, en tout cas, ça, dans la vie d'après, ça doit être un support, un point d'appui sur lequel, quand tu as des doutes, quand tu es un peu perdu, ça nous arrive tous parfois, de se retourner et de dire « Attends, j'ai fait ça en fait. J'ai fait ça, j'ai été capable de faire ça dans telles conditions, dans telle situation, j'ai mis en place tel moyen, et ben ça a marché. Donc, je me sers de ça pour aller dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. » Et c'est exactement pour ça aussi que j'ai créé cette épreuve il y a 7 ans. Parce que moi, en 2015, ça a été un vrai changement de vie aussi. Je pensais que c'était la fin. Je pensais que Race Across America était la fin d'un parcours sportif et qu'une fois que j'allais terminer cette épreuve, j'allais rentrer dans une vie classique avec un vrai travail et arrêter de penser qu'au sport. Et en fait, ça a été tout l'inverse et ça a été un vrai changement complet. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais pour les gens qui nous écoutent et qui soit ont participé, je pense qu'ils ont déjà une petite idée de ce dont on parle. Ceux qui n'ont pas encore participé ou qui hésitent, voilà, ça fait bouger des lignes, très clairement. Et tu nous l'expliques. Exactement, oui. Et alors, pourquoi 2005 ? Tu aurais pu te dire, j'ai fait le 1000, j'ai changé de travail, je suis dans un environnement qui me convient, en tout cas, j'ai choisi d'être là. Voilà, tout va bien, je fais un petit 500, un petit 300 avec mes copains, avec le groupe avec lequel je roule. Mais pourquoi le 2005, Camille ? C'est une très bonne question. Parce que tu t'es inscrite dans les premières. Hein. J'ai vérifié. Oui, tu t'es inscrite dans les premières. J'étais déterminée. Hein. Donc voilà, ça a changé ma vie. Donc l'été passe. Je quitte mon job juste avant de partir justement sur mon deuxième 1000. Et là, pareil, je me sens super. Je me sens libérée, machin. Le deuxième 1000 se passe très bien. Et en fait, je me dis,
je dis pas que c'est coché, je dis pas que ça veut dire que ça se passera toujours bien, etc. Mais là, je reconfirme un petit peu que, au final, je suis à l'aise là-dessus. J'ai pas de problème à enchaîner mes 250-350 km par jour pendant 3-4 jours. J'ai envie de me challenger encore plus. J'ai envie de voir est-ce que je peux repousser mes limites encore plus. Et là, c'était peut-être plus cette notion de challenge, de dépassement de soi, etc. Parce que maintenant, je sais que j'adore le voyage à vélo, aussi le voyage plus slow, on va dire. Enfin, j'adore aussi partir avec les copains où tu fais beaucoup moins de kilomètres par jour, tu prends le temps de t'arrêter, on va dire, à tous les bistrots du coin. Mais là, c'était vraiment, voilà, j'ai envie de me challenger. À ce moment-là, en tout cas, j'étais dans cette optique, j'ai envie de me challenger et de voir si je peux faire plus, quoi. Si je peux aller chercher un petit peu ce côté performance qui m'attire aussi. Alors, si vous voulez suivre Camille, c'est sur le site racecrossseries.com. Vous avez le lien du suivi live de Race Cross France. Et Camille, alors peut-être que tu ne le sais pas encore, mais je vais te l'annoncer. Je vais te donner ton numéro de dossard, puisqu'il est déjà attribué. Tu vas porter le dossard, et c'est un dossard à vie, puisque les participants de Race Cross France, le dossard, qui participent une année ou qui participent plusieurs années, auront le même dossard. Et donc, tu vas avoir le dossard USS 381. Donc, si vous voulez suivre Camille, c'est le dossard USS 381. C'est le petit picto, le petit point qui va se déplacer sur le parcours qui traverse la France à travers 2500 km et cette fois-ci les Pyrénées cette année. Donc, ça va être grandiose. Comment, Camille, tu t'es préparée ? Est-ce que tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu n'avais pas, quand tu t'inscris sur le premier 500, ton premier 500 sur une des épreuves de Race Cross Series, à savoir Belgique, tu n'avais pas un entraînement structuré, c'était un petit peu de la découverte pour avoir certaines des réponses à tes questions. Là, est-ce que tu as changé quelque chose à l'approche, ou en tout cas à compter du moment où tu t'es inscrit mi-octobre 2023, est-ce que quelque chose a changé derrière dans ta préparation, dans ton approche ? Est-ce que c'est plus structuré ? Ah oui, totalement. J'ai tout changé. Peut-être pour redonner aussi un peu de contexte, tu le disais, j'ai pas fait d'entraînement structuré avant mon 500, mon 1000. C'était vraiment, je faisais du crossfit la semaine puisque j'avais pas le temps de passer du temps sur le vélo au final, et j'allais rouler les week-ends, mais c'était honnêtement n'importe quoi parce que je roulais pas pendant plusieurs jours et après j'allais me mettre un 200, un 300 le samedi en sortie, on va dire classique, donc entraînement pas du tout structuré et j'imagine pas du tout productif. Et aussi, je sais dans quel état je suis arrivée après 1000. Et je me suis dit, voilà, alors certes, il y a peut-être quelque chose à faire. J'adore rouler, j'adore me dépasser sur le vélo. J'ai réussi à la boucler. J'ai fait une belle performance. Mais on va peut-être pas pousser le vice trop loin. Et si je veux cranter sur 2500, le gap est énorme, la tâche est considérable, il va falloir structurer les choses et se préparer et s'entraîner. Et donc, j'ai vraiment, je me suis préparée premièrement physiquement. Et le premier point, la chose la plus importante pour moi, ça a été à ce moment-là de prendre un coach. Donc, à partir du moment où je me suis inscrite, j'ai commencé à démarcher et à chercher un coach. J'ai eu les premiers contacts avec lui en novembre. Après, j'étais assez vite claire sur le fait qu'à ce moment-là, j'avais pas trop l'espace dans ma tête pour vraiment commencer à m'entraîner puisque c'était une période de changement pour moi. J'étais en train de chercher mon nouvel appart, j'avais pas encore commencé mon nouveau job, donc c'était une période vraiment transitoire et j'avais beaucoup de choses en tête. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que je commencerais que début janvier. Et donc, on a un petit peu discuté en off pendant ce temps-là pour commencer un petit peu à structurer la chose, mais j'ai commencé à réellement m'entraîner à partir de début janvier, du coup, et grâce à l'aide d'un coach. Alors, c'est vrai que nouvelle année, nouvelle préparation, nouvel objectif, et j'ai souvent tendance à le dire, je le répète assez souvent, c'est que quand tu t'inscris dans cette démarche de Race Cross France, notamment le 2500, mais quelle que soit la distance, quand tu n'as jamais fait plus de 150 km, faire un 300, c'est un vrai défi. Et je dis toujours que quand tu t'inscris dans une Race Cross, en fait, c'est pas qu'un instant, tu vois, c'est pas que 10 jours de vélo. En l'occurrence, le 2500 km, les participantes et les participants ont 10 jours pour parcourir 2500 km. Mais ce n'est pas que ça. Et là, tu es en train de nous l'expliquer très clairement, c'est qu'en fait, ça s'inscrit dans une démarche qui va durer une année, en fait. Donc, ça va chambouler ton quotidien. Ça va chambouler ta préparation. Ça va chambouler ton rythme de vie. Ça va chambouler ton alimentation. Tout ça va faire en sorte que tu vas te sentir de mieux en mieux en termes de forme physique, parce que forcément, tu vas t'entraîner, tu vas te sentir bien, ça va créer de l'endorphine. Et donc, tout ça a un impact également sur ton entourage. En tout cas, moi, c'est mon expérience, c'est aussi mon avis, c'est de se dire, quand on s'inscrit sur une Race Cross,
quelle que soit la distance et quel que soit l'événement, que ce soit en Suisse, au Québec cette année ou ailleurs, ça a un impact. Enfin, en tout cas, ça ne va pas durer que 24 heures ou 10 jours. Exactement. Mais ça va avoir un impact sur toute une année, mais aussi sur tout ton entourage. Est-ce que tu es en phase avec ça ou pas ? Totalement. Et j'irais même pousser le truc jusqu'à dire que le processus, il commence à partir du moment où tu penses à t'inscrire. Parce que ça fait, du coup, ça va déjà te travailler. Après, ça prend vraiment l'étape supérieure quand tu t'inscris. Tu vas te questionner, en fait, je vois ce que tu veux dire. Tu vas avoir une réflexion en disant, mais est-ce que vraiment je suis capable ? Est-ce que je peux ? Mais comment ça va se passer ? Donc, il y a déjà une réflexion avant de se projeter, tout à fait. Exactement. Et je pense, voilà, ça accélère quand tu t'inscris. À partir de ce moment-là, tu vas mettre en place justement les actions pour arriver à ton objectif. Et il y a quelque chose que tu mentionnais avant, c'était, tout au début de notre conversation, c'était avoir le courage d'aller sur les lignes de départ. Et il y a quelque chose que je ne comprenais pas au début. Oui, c'est ça. Déjà, le fait d'être au départ, il faut être hyper courageux. On vous voit, enfin, moi j'ai vécu ça, donc je sais ce que c'est. Et on vous voit au départ. Enfin, toute l'équipe d'Orga, on vous connaît tous, tu vois ce que je veux dire ? On vous voit évoluer dans la course, on vous voit au départ, on voit les visages, on voit les petites mimiques, on voit... Donc c'est vrai qu'il y a un vrai stress qui s'installe complètement. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'avoue, je ne comprenais pas au début. J'ai mis un peu de temps à annoncer que j'allais le faire, parce que pareil, ça prend du temps, en fait, c'est un processus. Et même si je m'étais inscrite, donc moi, je savais, j'étais déterminée, je voulais y aller. De le dire aussi, de le partager, tu le disais à son entourage, c'est encore une étape supérieure, je trouve. Et à partir du moment où j'ai commencé à le partager, les gens disaient « Ah, bravo, bravo, t'es super courageuse, t'es super forte ». Et moi, j'étais en train un peu de repousser en disant « Vous me direz ça si j'ai fini, quand j'aurai fini, etc. » Et maintenant, c'est vrai que je comprends qu'au final, ça prend déjà énormément de courage de s'inscrire et de le dire, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est... j'ai le mot anglais qui me vient, mais du coup, committed... c'est un commitment, c'est un engagement. Un engagement, oui, tout à fait. Un engagement. Ouais. Et à partir du moment là où on l'a dit, en tout cas pour moi, ça a eu l'effet ça a été un engagement de chaque instant. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas eu une journée où j'ai pas fait une chose pour la RAF, où j'ai pas pensé à une chose pour cet objectif. Et d'accord, et je suis totalement aussi d'accord sur le fait que ça impacte l'entourage. Alors, je ne vis pas proche de ma famille, puisque j'ai déménagé récemment, etc. Mais c'est vrai que du coup, il y a des gens qui appellent ça des sacrifices. J'aime pas appeler ça des sacrifices parce que je trouve ça a une connotation un peu négative. Mais en effet, il y a un engagement qui fait que des fois, non, on pourra pas être au repas de famille le dimanche parce que il faut aller s'entraîner. J'ai dû refuser des invitations à des mariages d'amis parce que c'était là tout début juin et que je pouvais pas partir de Lille parce que pareil, il faut finaliser le matériel, faire les 2-3 dernières sorties. Voilà, donc c'est un engagement personnel, de temps, financier, et en effet, ça impacte l'entourage et aussi un peu la vie, j'imagine, familiale quand on a une famille. Bien sûr, c'est un engagement, hein, moi j'ai souvent tendance à le dire, quand tu as des enfants, tout ça, c'est un engagement familial en fait, c'est un pacte que tu fais avec ton compagnon ou ta compagne. Mais c'est la seule, d'ailleurs je pense que ça part de là. S'il n'y a pas de pacte au départ, ça va être compliqué de passer 10 jours dans la difficulté tout en gambergeant et en pensant à tes enfants et aux membres de ta famille. Donc c'est un vrai pacte. Et on a parlé de la prépa physique, donc on a bien compris que tu étais dans un processus avec un coach, mais il y a aussi la prépa matérielle, hein. Il y a l'expérience, tu as fait 500, 1000, tu as fait d'autres 1000, tu as fait des aventures à vélo, donc tout ça fait que tu as une expérience sur le matériel, tu le fais évoluer. Qu'est-ce que tu as changé pour... mettre toutes les chances de ton côté pour ce 2500 km au niveau du matériel? Le changement principal que j'ai fait sur le vélo, donc je pars avec le même vélo et il y a très peu de changements au niveau, on va dire, bagagerie, etc. Le changement clé cette année, ça a été pour moi la selle. Donc j'ai la chance d'être ambassadrice pour Debia depuis 2 mois. Tu en as parlé avec Léo dans un podcast assez récent. Donc Debia, c'est une marque de selle qui réalise des selles sur mesure, donc qui sont typiquement moulé au final à votre fessier. Et donc, ça a été quand même l'update majeur cette année qui en tout cas, voilà, j'ai testé jusqu'à présent sur 500 km qui m'a permis de gagner en confort et la sensation que j'ai, c'est aussi d'être plus forte sur le vélo, étant donné que je suis bien calée dans ma selle, que je n'ai pas, j'ai plus cette impression d'avoir des mouvements parasites et on en parlait au Ventoux.
j'ai bien monté ce jour-là avec un vélo quand même un peu chargé, Je confirme, tu as très bien monté. J'ai bien monté et en fait, c'était la première fois que j'avais cette sensation vraiment de m'asseoir dans ma selle et de pousser sur mes pédales. Enfin, Alors ça peut paraître paradoxal pour les gens qui nous écoutent, mais oui. et ça ne l'est pas pour les gens qui ont fait ce changement et qui ont changé de position et le fait de comprendre qu'on est vraiment assis sur sa selle, parce que beaucoup sont en équilibre sur leur selle. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement légèrement posés, mais soit trop haut, et donc on est un peu en équilibre sur ses jambes, ou alors l'appréhension d'avoir mal, et là on est vraiment très tendu, on n'est pas vraiment posé. Et le fait d'être vraiment posé sur la selle, et je vous invite à écouter l'épisode avec Léo, justement, que j'ai fait sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, où il nous partage son parcours de coureur professionnel, mais aussi un des membres fondateurs justement de la marque Debia, qui fait des selles effectivement moulées et sur mesure. Et le fait de pouvoir être parfaitement assis fait que tu libères totalement tes jambes, et donc tu peux mettre de la puissance, tu peux pédaler vraiment rond et non pas carré ou juste en appuyant. Et tu as fait cette modification, Camille, parce que tu as eu des blessures ou des douleurs à la selle par le passé qui ont rendu ton expérience pas forcément extraordinaire, et tu as voulu changer ça, ou c'était juste pour dire pour le moment tout va bien, mais je mets encore une chance de plus de mon côté? Je dirais c'est un peu entre les deux. Je dis toujours très honnêtement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de grosses blessures et ou de blessures graves. Enfin, quand j'entends des personnes qui me disent après 100 km, je peux plus m'asseoir sur ma selle. Honnêtement, je n'ai jamais connu ça. J'espère du coup ne jamais le connaître. Mais c'est vrai qu'à partir de 500, j'avais déjà une très bonne selle. Mais à partir de 500 et plus de kilomètres, j'avais quand même des frottements qui, à terme, plus on allonge la distance, plus les frottements vont s'intensifier, plus la douleur va s'accroître, et du coup, plus ça va être compliqué de s'asseoir sur sa selle. Et ce fameux concept de s'asseoir sur sa selle, en fait, je m'étais jamais rendu compte que j'étais, comme tu le dis, une de ces cyclistes un peu en équilibre. Et c'est maintenant, avec la selle Debia, que je me suis rendu compte, ok, en fait, je peux vraiment m'asseoir. Et je le vois là, ça fait 2 mois que j'utilise. Ce week-end, j'ai refait une sortie longue. En fait, il faut constamment que je me rappelle, assieds-toi sur ta selle. J'ai encore ce réflexe des fois d'avoir tendance à rebasculer un petit peu sur de l'équilibre. Et donc, je suis encore dans ce processus de réapprendre, parce qu'au final, j'ai mal appris et il faut désapprendre et réapprendre à me positionner correctement sur ma selle. Donc voilà, mon tip, c'est que vraiment, je me brandis, je me mets haute et j'essaye de vraiment retomber droit sur la selle pour me dire, ok, je suis calée dans la bonne position de la selle, puisque j'avais pas l'habitude de ça et j'avais tendance aussi à me décaler, à glisser un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, enfin changer de position pour certainement et inconsciemment beaucoup de fois, je pense, pallier à des petites gênes, des petites douleurs, quoi. Tout ce que tu nous dis, Camille, est vraiment hyper intéressant, et je pense que beaucoup de personnes qui vont écouter l'épisode, qu'ils soient dans l'épreuve en elle-même ou prêts à partir, parce qu'au moment où on va diffuser l'épisode, on n'aura lancé que le 2500 km. Ceux qui seront sur le 1500 et 300 seront dans les starting blocks, donc peut-être que tu les croiseras sur le bord de la route. N'hésitez pas à manifester à Camille votre enthousiasme et vos feedbacks. Mais en tout cas, voilà, on voit vraiment que tout ce que tu as mis en place depuis la date d'ouverture des inscriptions et ton inscription qui était mi-octobre en 2023. J'ose imaginer que tu as également étudié, peaufiné, voire même validé une pseudo-stratégie de course, parce que c'est difficile sur 2500 km de se dire le jour 1, le jour 2, le jour 3, je ferai ci, je ferai ça. Alors, il faut tracer, on va dire, un fil conducteur, mais de là à tout planifier, ça serait une erreur selon moi. Mais au moins, je pense que les 2-3 premiers jours, tu peux déjà quand même avoir une idée assez précise de comment tu vas évoluer. Est-ce que de ton côté, c'est le cas, ou comment tu as prévu ce côté stratégie ? Oui, alors... Que ce soit sommeil, que ce soit alimentation. Oui, alors déjà, j'ai lu. J'ai pas mal lu. J'ai essayé d'engranger un maximum d'avis. J'ai écouté des podcasts, toute ta série de podcasts avec du coup des expériences, etc. Parce que je pense que plus on a d'infos, plus ça nous donne des idées, ça permet de tester des choses différentes, ou même prendre conscience qu'il peut y avoir d'autres stratégies. J'ai aussi eu la chance l'année dernière de participer à l'étude du sommeil qui était réalisée par Rémi. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup. Parce qu'il faut savoir qu'en me lançant sur le 500, je n'avais pas du tout de stratégie, par exemple, pour dormir. Même si, pas de stratégie du tout. Du tout, en fait. Je pars et puis je verrai bien. C'était un petit peu ça, tu vois. Je pars et puis si j'ai sommeil, je m'arrête. En fait, j'avais même pas de quoi dormir parce que je pense qu'à ce stade-là, j'avais peur de dormir dehors comme ça, en bivouac. Ouais.
Et donc, je me suis dit, je ne sais pas comment faire, donc je ne le ferai pas, je ne dormirai pas. Et ça a été assez violent. Enfin, j'ai dû m'arrêter, mais vraiment à 10 km de l'arrivée, un quart d'heure, parce que je m'endormais sur le vélo et que j'arrivais vraiment plus à avancer. Donc, je suis arrivée sur le 1000 en me disant, cette fois-ci, et puis de toute façon, matériel oblige, il faut prendre de quoi dormir, mais pareil, pas de stratégie, etc. J'ai fait une erreur, on va dire, de débutant, qui était de me caler sur des bases de vie. Le parcours était quand même plus ou moins splitté en 3 tronçons identiques. Donc, je me suis dit, OK, je fais un shift entre chaque base de vie et je dors sur les bases de vie, sauf que j'ai appris à mes dépens que c'est pas forcément, du coup, calé sur ton rythme de sommeil. Ben non, parce que tu peux arriver sur une base de vie à 15 heures, alors que toi, ton envie de sommeil, on va dire, et ton rythme, il va être à 23 heures, tu vois. C'est ça. Et les bases de vie, ce sont des supports, mais certains ne dorment pas sur les bases de vie, parce que quand tu arrives à 11 heures du matin sur une base de vie, ça peut être difficile, ou à 17 heures, c'est pas le bon moment, en fait, pour dormir. Exactement. Donc c'est vrai que l'étude de Rémi est hyper intéressante. Moi, je me souviens, ce qu'il m'a dit, en tout cas, parce qu'on a travaillé sur les hommes, mais aussi les femmes, et c'est que les femmes, lui, le retour de Rémi, c'est que les femmes se respectent plus. C'est-à-dire sont un peu plus prudentes, et elles ont plus de facilité à dire, bon, là, j'ai atteint ma limite, il faut que je me préserve. Ce qu'un homme, lui, va peut-être un peu plus bourriner, tu vois, en se disant, non, je dois être plus fort que ça, et aller à se mettre en danger, tu vois. Oui. Donc toi, ça t'a beaucoup appris, tout ça ? Ça m'a énormément appris parce que du coup, on a fait le débrief à la fin de la course avec Rémi, mais donc j'avais pâti un peu de cette stratégie de base de vie. Je suis arrivée, comme tu le disais, un peu sur la première, il devait être 14-15 heures, donc impossible de dormir. Enfin, j'ai fait une sieste d'une heure. Je suis repartie, j'étais vraiment pas bien. Donc à ce moment-là, ça faisait plus de 24 heures que je roulais. Donc je suis repartie, l'après-midi a été très difficile, du coup j'ai dû faire des arrêts sieste, mais c'était vraiment sur la table de bar, la tête la tête dans le coude, et le soir par contre, quand là vraiment j'ai commencé à piquer du nez, comme tu disais, je me suis dit je joue pas plus que ça, je m'arrête. Là je pense que j'ai bien dormi, j'ai fait 2-3 heures, donc j'étais vraiment en bivouac à l'arrache, et c'était pas forcément un très bon spot, etc., mais c'est vraiment, j'ai senti, j'arrivais à ma limite, donc je me suis arrêtée. Mais je pense que j'avais une dette déjà, du fait que j'avais pas eu de stratégie ou une mauvaise stratégie le jour d'avant, j'avais déjà une dette de sommeil, donc c'est vrai que repartir, etc., était très compliqué. Donc je me suis forcément réentraînée sur le deuxième 1000. Je n'ai plus peur de bivouaquer, maintenant, et comme tu le disais, j'ai conscience de si j'ai besoin de m'arrêter, je m'arrête, et au plus vite, je trouve un endroit, même si c'est pas idéal, etc. Je trouve mon endroit pour bivouaquer et je m'arrête et je fais 2 cycles, donc 3 heures de sommeil. Et je vais essayer de garder cette stratégie du coup pour cette année. Le but étant si je peux, faire à minima 24 heures sans dormir, puisqu'on part de soir. Donc vraiment passer la première nuit sans dormir, pousser jusqu'à la nuit suivante, et d'arriver pour respecter mon cycle de sommeil, il faudrait que je dorme ces 3 heures plutôt aux alentours de minuit, entre minuit et 5 heures. On vous le rappellera, hein. C'est vrai que de par ce que tu dis, Camille, on vous le répétera, mais avec ce départ en soirée, en faisant cette fameuse règle de repos, règle sommeil, alors on l'appelle règle sommeil, mais on ne peut pas vraiment contrôler le sommeil parce qu'il faudrait que ça soit déclaratif. Et là, aujourd'hui, on n'a pas les outils, oui. Que ce soit les outils digitaux pour vraiment contrôler ça, parce que ça serait que du déclaratif. Mais on vous le répétera au moment du briefing du départ, et Rémi sera présent, c'est que attention à ces premiers signes, le fait de se connaître, et logiquement sur un 2500, vous vous connaissez très bien, mais le fait de partir en soirée comme ça, la règle du repos qu'on a mis en place ne vous épargne pas, en tout cas, de faire 2 nuits sans sommeil. Et là, il y a un vrai danger. Donc, on sera très, très vigilants, nous, derrière les GPS, sur certains signes d'arrêt répété, par exemple, qui nous montrent que là, il y a une envie de sommeil et que la personne s'arrête, elle repart, elle s'arrête, elle repart. Ça peut être un indicateur, mais il faudra effectivement être très vigilant la deuxième nuit, parce que la première, vous allez quasiment tous la sauter. Donc là, il faudra être très vigilant, et je pense que là, il y a une première stratégie à mettre en place sur cette deuxième nuit, d'avoir un repos qui soit assez intelligent, parce que derrière, après, vous allez être vite dans les Pyrénées. Exactement. J'espère m'approcher des 500 km sur le premier shift, entre guillemets. C'est assez plat, etc. Ensuite, il y a le massif, ça va un peu ralentir. Donc, l'idée, ça serait dormir, faire cette première nuit avant le massif. Non, un petit peu bien avant, mais avant le massif pour être quand même assez en forme. Et surtout, de ne pas accumuler, pareil, aller se challenger, chercher la performance, mais sans accumuler une dette trop importante avant d'attaquer les Pyrénées. Parce que, en tout cas, la manière dont je le vois, c'est vraiment le plus dur va commencer à Anglette, et il ne faut pas arriver en mauvais état. Comment tu t'imagines le Tourmalet, Camille ?
Fou. Je ne sais pas si je me l'imagine, honnêtement, à l'heure actuelle. Alors, j'ai jamais été dans les Pyrénées. Donc, maintenant, un petit peu d'expérience. J'ai fait les Alpes, j'ai fait récemment le Ventoux, donc je sais à quoi m'attendre. Le Tourmalet, voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On le voit de toute façon statistique et on l'entend que voilà, les Pyrénées sont assez impitoyables, avec des rampes quand même assez pentues. Et il y a aussi le facteur météo qui Ça, malheureusement, on ne le maîtrise peut pas. changer Mais c'est vrai que si la l'expérience. On ne météo... maîtrise pas. Exactement, je pense que tu as utilisé la bonne expression. La météo peut changer d'expérience, effectivement. Ah parce oui, que non, si mais tu totalement. traverses les Pyrénées, on va l'imaginer avec un beau lever de soleil. Tu vois, tu arrives le matin dans l'école et tu vois le lever de soleil. Ça, c'est mémorable, inoubliable. Mais si tu revis la Cayolle, ça risque d'être différent. Ça va être Tu plus vois, ça risque compliqué. d'être différent. En tout cas, vous serez très bien accueillis chez Octave, qui est juste dans la descente à Bagnères. Et au niveau stratégie d'alimentation, est-ce que tu as mis des choses en place ? Alors, je vais partir avec de quoi tenir la première nuit. Et ensuite, on le sait, en ultra, de toute façon, et sur des distances comme ça, il faut pouvoir pouvoir s'adapter à ce qu'on trouve sur la route. Et donc, en fait, je vais essayer de me ravitailler comme tout le monde avec ce que je trouve, donc les boulangeries, les petites supérettes. Je mixe beaucoup le sucré et le salé. Je sais que sur les plus courtes distances, je tenais qu'au sucré et jusqu'à ce que je rencontre ce fameux palier qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus manger de sucré. Donc maintenant, j'ai tendance à mixer. J'avoue que je pense avoir de la chance là-dessus. J'arrive à manger un peu de tout sur le vélo. Donc sur le moment, je prends ce qui me fait envie et ce dont j'ai envie. Et sans avoir trop étudié la trace, je me suis quand même noté des petits points sur lesquels il faut absolument que je sois sûre d'avoir du ravitaillement. Et aussi, je me suis noté un petit peu, globalement, il faudrait être sûr de se ravitailler pour la nuit avant 19h parce qu'on passe Très important. sur des petites, des villages des zones peu fréquentées, des petits villages, et donc les épiceries, les supérettes, etc. En général, ça ferme assez tôt. Donc voilà, ma stratégie, ça va être d'essayer de m'arrêter 2 fois efficacement pour des ravitaux, une fois le matin et une fois en fin de journée, milieu d'après-midi, fin de journée, pour être sûr à chaque fois d'avoir de quoi tenir un shift de 8 à 10 heures, sachant que la nuit va être coupée de ces 3 heures de sommeil. Donc, Ouais, c'est assez intéressant. C'est intéressant, effectivement. Et on vient de publier d'ailleurs cette semaine une sorte de tuto sur l'utilisation de Komoot et justement ne serait-ce que mettre les fontaines sur ton parcours. oui. Donc là, on a mis ça sur YouTube. C'est très très intéressant. Je vous invite à aller regarder. Vous allez beaucoup mieux comprendre comment utiliser la plateforme. Mais tu as aussi la possibilité, et ça, on a ouvert cette possibilité, je dirais, il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. Enfin, relativement tôt dans l'existence de l'épreuve sur les fameux routeurs. C'est-à-dire que tu as la possibilité, à distance, et notamment pour l'ouverture, la fermeture des petites supérettes, des choses comme ça dans les villages, d'avoir une aide, alors quand je dis extérieure, à distance, bien évidemment, pas sur le bord de la route, parce que là, ça serait éliminatoire. Mais par contre, à distance, aujourd'hui, je sais qu'il y a des grandes épreuves de cyclisme ultra-distance sans assistance qui interdisent d'avoir le moindre support, mais pour moi, c'est se voiler la face, puisqu'on a tous aujourd'hui un smartphone. On contacte, quand on est sur le vélo tous les jours, des membres de sa famille pour savoir comment ça va, donner quelques nouvelles. Mais il faut profiter de cette occasion pour dire, tiens, regarde, dans 2 heures, je vais arriver dans tel village, est-ce que tu pourrais me dire si je vais trouver une supérette, à quelle heure est-ce qu'elle ferme, est-ce que je peux trouver une chambre pour dormir ? Là, on a autorisé ce qu'on pourrait appeler dans la voile des routeurs il y a très longtemps. Donc ça aussi, c'est au niveau stratégique, je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir une équipe à distance qui check la météo, même si nous on fait des bulletins, mais ne serait-ce que le sens du vent. L'ouverture, la fermeture de certains commerces, des hôtels, la température à tel moment de la journée. Enfin voilà, tous ces petits détails, je trouve que ça apporte un côté stratégique très très important. Toi Camille, de ton côté, comment est-ce que tu vas communiquer avec l'extérieur pendant la course ? Est-ce que tu fais cette épreuve pour vraiment être en introspection et passer du temps avec toi-même ? Ou est-ce que est-ce qu'on peut suivre ton évolution sur Insta, sur Facebook, je ne sais pas, sur un autre réseau, mais comment est-ce que tu comptes vivre l'épreuve et nous la faire partager ? J'avoue que là-dessus, je suis pas. On va dire que je suis pas arrêtée sur une stratégie ou on va dire une réponse. Comment je vais tout partager ou je ne vais rien partager. Je pense que je vais continuer à faire comme ce que j'ai fait pour la 500 et la 1000.
J'ai quand même partagé des infos, principalement sur Instagram, parce que ça me permettait, c'est le plus simple au final, ça me permettait de toucher le maximum de monde, amis, famille, sans dupliquer le nombre de réponses ou les canaux, etc. Donc vraiment, je mets les updates dès que je peux sur Instagram. Et par contre, voilà, j'ai pas on va dire, de stratégie à proprement parler à ce niveau-là, parce que je pense aller au fil de l'eau, et c'est un peu aussi comment je me sens. Et il y a des périodes, je le sais, où je vais avoir besoin de parler à personne pendant plusieurs heures, parce que je vais être dans le dur et j'aurai pas forcément envie de partager ce moment-là. Et ça veut pas dire qu'ils n'existent pas ou que j'en parlerai pas après, mais il y a des moments qui, je trouve, ne se prêtent pas du tout à ou filmer ou partager le moment, etc. Parce que c'est, comme tu dis, un moment avec soi-même et d'introspection. Et il y aura peut-être d'autres moments que je serais super ravie de partager. Donc, honnêtement, voilà, pas de stratégie à ce niveau-là. Je veux pas me rajouter non plus une charge mentale en me disant il faut absolument que je partage, même si je sais que voilà, ma famille, mes amis, au final, sont super friands de ça. Parce que je le vois, j'ai vu que ça a énormément fédéré. J'ai au final énormément de soutien de personnes qui, je pensais pas, suivaient au final, ou de manière générale, qui ne suivent pas le cyclisme, mais en fait, qui voient quand ils voient quelqu'un de leur entourage s'y mettre, et t'es à fond derrière. Moi, je sais que mon père me disait, il travaillait encore l'année dernière, et c'était vraiment l'animation de la semaine au travail. Tout le monde suivait l'avancée, quoi. Et c'est vrai que ça permet aussi de booster, par contre, quand ça va pas, même si personnellement, je suis moins transparente, et c'est pas un moment où j'ai pensé à partager une story ou des images. De voir des fois, d'aller scroller et d'ouvrir 2-3 messages d'encouragement et de voir qu'on est soutenu, suivi, etc. Ça donne vraiment énormément de courage et d'énergie. Donc, c'est super important. Par contre, je pense de pas complètement couper les canaux de communication et de pouvoir gérer en fonction de ses besoins sur le moment venu. Mais c'est vrai qu'en termes de suivi, c'est vrai qu'on a des milliers et des milliers de connexions sur le suivi live, parce qu'on peut le quantifier, hein. On a des milliers de connexions sur le suivi live, et ça devient, c'est addictif. C'est-à-dire à toute heure du jour ou de la nuit, tu checkes, tiens, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, comment elle a avancé, est-ce qu'elle a roulé cette nuit, ah ouais, regarde, elle a fait 200 bandes dans la nuit alors que moi j'ai dormi, tu vois, tiens, j'ai fait ma journée de travail, ah bah tiens, regarde, elle a fait 300 bandes cette journée-là. Donc c'est vrai que ça devient addictif, donc voilà, si vous suivez l'épreuve, n'hésitez pas, si le parcours passe pas très loin de chez vous, n'hésitez pas à aller encourager les participants sur le bord de la route, ça se fait de plus en plus. Avec les GPS, vous pouvez très facilement les localiser. Et je rappelle, Camille porte le dossard, je te l'ai donné, je te le répète, voilà, c'est le dossard USS 381. Et donc n'hésitez pas à aller mettre déjà Camille dans vos favoris. Quand vous faites le suivi, vous pouvez sélectionner vos coureurs favoris, voir comment elle a avancé, lui manifester vos encouragements. On arrive sur la fin de l'épisode, Camille. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer, sachant que l'épisode va être diffusé alors que tu seras déjà sur la route et que les 2500 seront partis. Donc, quel message tu voudrais faire passer à la communauté et aux gens qui nous écoutent ? C'est un peu difficile de résumer, on va dire. C'est toujours la question difficile. Celle-ci, je ne m'y attendais pas. J'aurais dû m'y préparer. Non, honnêtement, je pense qu'on a parlé de plein de choses, de plein d'aspects, de performances, de moments difficiles, de moments plus faciles, etc. Mais je pense que l'essentiel, vraiment, c'est de prendre du plaisir. Et c'est ce que j'espère sur cette RAF, c'est prendre du plaisir. Et même si des fois, à l'instant T, ça ne sera pas forcément le cas, etc., je sais que j'ai pris énormément de plaisir sur cette année de préparation, que j'ai énormément grandi. Et du coup, le message, voilà, c'est n'hésitez pas à vous lancer. Dans tous les cas, je pense que ça vous sera bénéfique et que ça vous permettra de prendre, je vous le souhaite, énormément de plaisir. Bon, en tout cas, un grand merci pour ton témoignage. Moi, tu sais, quand j'ai créé l'événement, quand j'ai tout écrit sur une page blanche il y a maintenant 8 ans, c'est exactement pour avoir ce genre de personnes au départ, c'est-à-dire se faire plaisir, qui vient pas du tout du monde du vélo, qui a commencé à 3 ans par un 40 km, puis qui finit par se challenger en disant si je suis capable, là, j'ai fait un 500, j'ai fait un 1000, je pense que je suis capable d'être au départ du 2500. Et puis tout ce que tu expliques, la préparation, l'engagement, la remise en question de soi-même, l'introspection, tout ça sont des étapes que j'ai connues et qui m'ont motivé à dire si ça a marché pour moi,
je pense que ça peut marcher pour d'autres. En tout cas, j'aimerais leur partager ça et leur offrir cette possibilité de le faire. Et c'est comme ça qu'est né Race Cross France. Et puis toute la série qui s'est créée depuis. Donc un grand merci pour ton témoignage. Même si je te croiserai à Lille, je te souhaite tout le meilleur pour cette aventure. On va tous les jours, au niveau du PGO, on est connecté. Chaque instant, on suit nos coureurs parce qu'on les connaît tous déjà. Donc on a beaucoup d'affection pour vous, même si on est à distance. Vous êtes peut-être seul sur le vélo, et là je le dis pour toi, mais aussi pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans l'épreuve. Vous êtes peut-être seul sur le vélo, mais vous n'êtes pas vraiment seul parce qu'on est des milliers à vous suivre à distance et à penser à vous. Donc voilà, j'ai hâte de devoir t'élancer sur la ligne de départ, mais aussi de te retrouver à l'arrivée, Camille, sachant qu'on a fait les calculs, mais je peux même te donner le temps moyen, tu vois, sur les 6 premières éditions, on a calculé le temps moyen et je vais pouvoir te donner ça. Voilà, le temps moyen aujourd'hui sur Race Cross France est de 7 jours, 21 heures et 22 minutes. Voilà, c'est le temps moyen de tous nos finishers, depuis 6 éditions. Donc la 7e arrive là, il y a un petit peu moins de dénivelé, donc on sera probablement sur des temps moyens autour de 7 jours. Mais voilà, ça va être un grand plaisir. J'en profite pour remercier également tous nos partenaires qui nous permettent de faire cet événement, que ce soit Van Rissel qui est partenaire titre, mais aussi Assos, Komoot, René Hers, il y a Bollé qui fait la dotation également pour les podiums, et puis la ville de Mandelieu qui nous accueille dans des installations qui sont juste exceptionnelles. On a encore amélioré ça par rapport à l'année passée. La ville d'Anglette, le pays de l'Ourcq. Enfin voilà, tous ces pays, Octave également dans les Pyrénées, Pézenas, Malocène, voilà, donc ça va vraiment être une très très belle édition qui est record avec plus de 1310 inscrits, c'est juste incroyable. Et on a, au moment où on enregistre, on a déjà hâte d'être au départ. Au moment où ce sera diffusé, on sera déjà sur la route. Et ça nous tarde, voilà, on va vivre un bon moment. Un grand merci à toi Camille, je te souhaite tout le meilleur. Et puis je te donne rendez-vous surtout à Mandelieu. Exact, j'espère, oui. Alors cet épisode, il vous a plu ? Merci de partager l'histoire de mon invité à votre entourage. Par WhatsApp, c'est hyper simple, mais aussi sur les réseaux. Il le mérite, non ? Et en plus, cela permet au podcast de se faire connaître un peu plus chaque jour. Merci beaucoup pour cette attention et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie. La vôtre, peut-être un jour d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.